Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 49 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne certifiée, installée sur Vichy depuis 7 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne, je suis à mon compte depuis 99. Aujourd'hui, je fais donc la suite, je tourne la suite de ma vidéo d'introduction sur les pervers narcissiques manipulateurs. Aujourd'hui, nous allons voir 10 caractéristiques de ces spécimens, si je puis dire. Alors, je sais que ici à mon cabinet, depuis à peu près 10 ans, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me consulter pour une problématique d'amour de soi, de confiance en soi, souvent d'anxiété parfois, de stress pouvant provoquer bien entendu des maux physiques, dont certains vraiment ennuyeux, comme des tremblements par exemple, vraiment des crises d'angoisse. Et souvent, quand vous venez ici, eh bien, on se rend compte qu'il y a un déclencheur à ce stress et il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut être toxique, qui peut être pervers, manipulateur, qui peut être narcissique, etc. Et parfois, hélas, ce sont des gens, et la plupart du temps, quand ce sont des jeunes filles, elles sont tombées sur des hommes qui sont pervers, narcissiques, manipulateurs, PNM. En fait, c'est comme ça que moi, personnellement, je les appelle. Donc, ça fait depuis presque 25 ans que je suis à mon compte et en intervenant en entreprise, vous savez, sans être salariée, en étant consultante, formatrice, coach, etc., j'ai pu voir, parce que quand on n'est pas mêlé vraiment au salariat, comme ça, quand on vient à côté, qu'on est freelance, on n'a pas tout à fait les mêmes filtres, les mêmes lunettes de vue, j'ai envie de dire. On n'a pas la même vision des choses et il m'est donc assez aisé de détecter les gens qui sont toxiques et aisé aussi de pouvoir dire à quel point ils sont toxiques, relever leur niveau de toxicité. Beaucoup sont manipulateurs parfois. Ça se voit dans le monde de l'entreprise. Mais bien souvent, lorsque vous venez me voir, c'est plus au niveau du couple. Alors parfois, ça peut être ça peut être une femme, ça peut être un homme. Parfois, c'est pas le petit ami ou la petite amie, c'est des gens, ce sont des proches. Euh, on retrouve vraiment des pervers narcissiques manipulateurs, on les retrouve dans toutes les sphères de la vie sociale, que ce soit professionnelle, amicale, etc. Et parfois, vous ne vous en rendez pas compte parce qu'il vous semble, votre estime de soi est tellement friable et faible, en fait, tellement peu développée, votre amour de soi est si peu développé également, qu'il vous semble qu'il est tout à fait normal de vous faire traiter de la façon dont vous vous laissez traiter. Et bien souvent, vous avez donné le mode d'emploi à l'autre pour vous maltraiter. C'est parti d'un simple mot. À un moment donné, vous avez été peu attentif, attentive, et vous avez laissé l'autre vous dominer, vous maltraiter, parfois comme ça, sous le coup d'une blague. Ça peut être une blague, ça peut être quelque chose a priori de pas agressif, mais qui vous heurte. Et souvent, eh ben, vous accumulez. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de faire le point et de trouver le déclencheur. Et souvent, quand on se met à discuter vraiment dans la bienveillance et dans le non-jugement, eh bien, vous-même, vous allez pointer du doigt un déclencheur, une personne souvent manipulatrice. Donc, aujourd'hui, je reviens sur ces 10 caractéristiques. J'ai fait des vidéos déjà il y a longtemps, vous pouvez regarder, revenir en arrière. Il me semble 2018, 2019, peut-être début 2020, il y en avait. Euh, les 10 caractéristiques principales de ces gens qui sont pervers, narcissiques et qui vous manipulent. Alors, souvent, c'est dans le cadre amoureux et dans le couple. Eh bien, le premier point, selon moi, c'est selon ma propre expérience. Donc, moi, j'ai eu affaire, j'ai raconté dans mon livre qui est là, dans Voyage en Self-Love, qui est un livre pour un guide de développement personnel axé sur le self-love, sur l'amour de soi.
sur la mission de vie, sur les grands rêves fondateurs de l'âme, etc., qui vous explique vraiment comment vous aimez vous-même, comment vous débarrasser de tous ces gens toxiques qui vous gangrènent en fait, qui vous prennent de votre énergie, qui vous prennent de votre argent, qui vous prennent de l'affection, qui ne leur rendent jamais, etc. S'aimer soi-même, c'est la base. Le livre est très gros, hein, il fait plus de 400 pages, mais c'est écrit assez gros, ça a été lu et relu par une correctrice professionnelle et moi-même j'ai écrit de nombreux livres et celui-ci c'est vraiment mon best-seller, j'ai envie de dire à mon petit niveau, parce que tous les gens qui l'achètent me disent qu'il les a aidés soit à compléter la thérapie, soit à faire peu de séances et à pouvoir avoir ici toutes mes techniques. Ce sont toutes les techniques que j'utilise avec mes clients, mes clientes à mon cabinet. Vous retrouvez les exercices de visualisation, mais surtout les principes et les valeurs. Vous savez connaître ces principes et connaître ces valeurs et bien entendu les mettre en œuvre et ne pas les laisser voilà, écrabouiller, écraser par les autres, c'est la base. Je reviens à mon sujet, les 10 caractéristiques de ce pervers narcissique manipulateur. Le premier, bien entendu, c'est la manipulation mentale par chaud et froid. Il souffle le chaud et le froid. Il passe constamment et par alternance de l'idéalisation de vous à la dévalorisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Idéalisation, dévalorisation. Eh bien, il vous met sur un piédestal à votre première rencontre. Il va vous faire beaucoup de compliments. Donc, vous allez vous dire, oh bah, ça accroche, c'est bien, le courant passe bien entre nous. Et puis, très rapidement, il va tomber dans la tendance inverse, peut-être pas au premier rendez-vous. Souvent, il va vous faire attendre d'ailleurs longtemps avant de vous rappeler, etc., pour asseoir sa domination. Il a besoin que vous vous situez dans l'attente. C'est pour ça que je dis, mesdames, la personne qui n'est pas faite pour vous, bah, de toute façon, elle passera son chemin. Il ne faut jamais forcer une relation. Je vois autour de moi, même parmi les amis, des gens qui forcent les relations. Des femmes qui sont allées vers des hommes et qui ont voulu de l'attachement, de l'engagement, etc., qu'elles ne sont jamais vraiment arrivées à obtenir. Et puis elles ont perdu 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans avant de comprendre que cette personne-là n'allait jamais s'engager et qu'elle se faisait complètement manipuler. Vous n'avez pas besoin, mesdames, et je m'adresse aux dames, c'est valable aussi pour les hommes hein, de qualité, mais mesdames, vous n'avez pas besoin de jeter votre dévolu sur quelqu'un parce que, comme disait Jung, tout ça, l'âme sœur, c'est tout tracé, donc c'est pas à vous d'intervenir une fois que vous êtes face à la personne et qu'elle est là, qu'elle s'est posée sur votre chemin. Là, vous pouvez intervenir, faire en sorte que les choses fit, etc. Mais ne vous jetez pas comme ça à la figure d'hommes inconnus qui ont l'air peut-être charmants, qui sont peut-être des pervers narcissiques manipulateurs. Laissez faire l'âme sœur jungienne, comme disait, voilà, comme disent beaucoup de gens qui croient à ce concept d'âme sœur, oui, mais allez voir chez Jung, c'est très intéressant. Donc j'ai envie de dire cette alternance, idéalisation, dévalorisation, ordre contre ordre. Souvent, ils vont vous donner rendez-vous dans des endroits, changer 3-4 fois le lieu, 3-4 fois l'horaire pour que vous vous emmêliez les pinceaux, puis après ils vont vous reprocher ça. Donc ils laissent passer des choses énormes chez les autres, mais pour vous qui êtes sa compagne ou qui êtes une potentielle ou qui êtes en face, et bien là, il regarde le moindre petit détail. Il laisse passer des comportements énormes chez ses amis, même il valide apparemment. Et puis vous prenez un bonbon, c'est tu en manges beaucoup des bonbons, des choses comme ça. En fait, il va se servir vraiment de tout ce qu'il a, de toute la matière qu'il a à sa portée pour vous dévaloriser. Si vous fumez, même si c'est 1 ou 2 cigarettes par an pour une occasion, il va vous dire « Ah quand même, tu es quelqu'un qui fume donc, tu es dans cette catégorie, si vous mangez un bonbon. » Et ça t'arrive souvent d'en manger beaucoup des bonbons, des choses, ça va être des choses, mais j'ai vu des choses incroyables. J'ai expliqué dans la vidéo précédente
aussi qu'au début, il va dire que tout ce que vous avez, c'est bien, c'est merveilleux. Et puis au bout de quelques rendez-vous, enfin, les semaines, les mois passent et il va commencer à décrier tout ce que vous possédez. Surtout s'il est jaloux et que vous possédez plus que lui. J'ai expliqué, moi par exemple, je possédais un grand appartement comme ça en région parisienne et lui louait une toute petite chambre de bonne, quelque chose au 10e étage. Mais euh, il me faisait un bourrage de crâne, comme quoi ce que j'avais était vraiment inférieur à ce qu'il possédait lui, quoi. À un moment donné, il faut dire les choses, hein. Donc à un moment donné, je lui ai dit, on ne me fera pas croire qu'une petite studette vaut plus et davantage qu'un grand hôtel particulier, par exemple. À un moment donné, il faut dire les choses et remettre les choses à leur place, hein. On ne vous fera pas dire que il fait jour la nuit et nuit le jour. Donc là, c'est pareil. Mais ce sont des absurdités qu'ils vous sortent, des inepties totales, globales, qui englobent vraiment tout votre univers, etc. Euh, et si vous laissez faire, bah, ça va continuer, quoi. Il y en a qui font des crises aussi de colère et qui sont très violents. Donc il faut toujours absolument, mesdames, porter plainte, aller déposer des mains courantes, etc. Donc manipulation mentale par le chaud et le froid, l'idéalisation, la dévalorisation par alternance, les ordres et les contre-ordres. Il laisse passer des choses énormes pour les autres, mais ne vous pardonne aucun détail. Il détecte les émotions, vos doutes, votre vulnérabilité, mais même sur des toutes petites choses. Des petites choses vraiment incroyables. Par exemple, moi j'avais raté, c'est vrai, plusieurs fois mon permis de conduire et il savait que je ne l'avais pas eu la première fois. Alors lui qui ne l'avait même pas d'ailleurs, qui ne conduisait pas, c'était ses copines qui l'emmenaient à gauche à droite, lui-même ne conduisait pas, n'avait jamais eu le courage d'aller s'inscrire. Mais il me disait sans cesse, quand j'étais en voiture, méfie-toi parce que tu n'as pas eu ton permis du premier coup. Mais enfin bon, ça faisait quand même 15 ans que je conduisais, hein, sans problème, hein. Je faisais quand même mes 200 km par jour aller-retour pour aller travailler, hein, bien avant de le rencontrer. Donc, il détecte les émotions mitigées chez vous, les doutes légitimes quand on a des doutes sur quelque chose et la vulnérabilité. Par contre, il ne tolère pas que vous ayez des doutes sur lui. Alors ça, j'ai pu voir aussi quelqu'un comme ça qui mentait énormément. Il était toujours employé, soi-disant, dans de grandes maisons de haute couture, vraiment des maisons de luxe, d'archi-luxe, hein. Et ils ne connaissaient pas les adresses, en fait. Ils ne connaissaient pas les noms des responsables, ils ne connaissaient pas les adresses. Donc, ça a pêché. Donc, j'ai effectivement témoigné des doutes. Et là, ça a été crise, que je ne lui faisais pas confiance. Comment peux-tu insinuer que je mens? Et finalement, bah, il s'est avéré justement qu'il a eu de gros soucis pour ça parce qu'il mentait partout sur son CV, c'était que des mensonges en fait. Et les gens chez qui il disait avoir travaillé ne le connaissaient pas. Donc, mais il en arrivait à faire des crises terribles. 5 mois de ma vie, hein, 5 mois, et puis bon, bah, j'ai laissé tomber, je suis partie. Euh, Ensuite, il a un manque d'empathie envers vous, envers les autres. Il n'y a que ses propres besoins qu'il tolère en réalité. Il a un besoin constant d'admiration et d'attention. Et c'est pour ça que le pervers narcissique manipulateur va développer autour de lui, entretenir un cercle d'amis avec qui il est super. Il rit toujours, il sourit toujours, il remonte le moral, il est le bon pote qui remonte le moral pour ces gens-là. C'est un petit échantillon qui lui servira lorsqu'il vous fera du mal. Et lorsque vous irez peut-être porter plainte au commissariat de police, il fera intervenir ces gens qui disent non, un tel est super, c'est un chic type, il m'a aidé, il m'a donné de l'argent, il m'a aidé, etc., etc. Il arrose toujours les amis dans les soirées, dans ceci, cela. Donc il a un cercle d'amis qui est complètement superficiel, mais les amis des fois sont gentils ou ils sont pas psychologues, donc ils ne s'en rendent pas compte et se laissent embobiner. Et j'ai 2 cas, mais flagrants comme ça, dont un d'un ami d'enfance, hein. Et là, ça peut arriver aussi, qui a développé un ego comme ça surdimensionné. Euh,
et ben, ils finissent par croire, ils ont une image d'eux-mêmes qui est le top du top et ils y croient en fait. Et donc à chaque fois que vous allez leur démontrer que cette image de Superman, de super mec, d'homme, je sais pas, esthète, beau, sportif, etc. À chaque fois que vous allez piquer là où, eh ben, où ça pêche, et ben justement, ils vont ressentir ça comme une blessure narcissique absolue, puisque dès qu'on leur enlève cette image, bah, ils retombent face à cet ego qui est gonflé, certes, mais de façon totalement superficielle et artificielle. Il y a un jeu de pouvoir et de domination psychologique. Leur but, c'est toujours d'être au-dessus. Donc je me rappelle avec cet homme, par exemple, un jour, j'en ai déjà parlé, on m'avait proposé une mission à Strasbourg auprès de quelqu'un que je connaissais déjà, que j'avais connu pendant mes études. Et c'était relativement bien payé, c'était pour quelques mois. Oui, c'était même très bien payé. Et il ne voulait absolument pas que j'accepte cette mission. Il me disait, c'est pas assez payé pour toi. Regarde, moi, je gagne le double alors qu'il était au chômage, il gagnait rien du tout. C'est dans sa tête qu'il gagnait le double. Et en fait, j'ai compris en insistant un petit peu, en employant certains mots comme excellence. J'ai expliqué, oui, mais c'est un domaine d'excellence. La personne est une sommité, etc. En employant des mots un peu haut de gamme, comme ça, il devenait complètement fou, en fait. Il s'accrochait à moi, il me secouait comme un prunier. Alors j'étais jeune, bon, je suis partie peu de temps après, mais au début, je me disais, bon, il a peut-être des problèmes de sensibilité, c'est peut-être un hypersensible, mais non, pas du tout, en fait. C'était quelqu'un de très cruel et de très manipulateur. Et donc, il s'accrochait à moi, il me secouait comme ça, tu ne peux pas y aller, tu ne dois pas y aller, ce n'est pas assez bien payé pour toi, mais en réalité, ça voulait dire tu ne peux pas gagner plus que moi, parce que sinon mon ego va complètement se déballonner voilà, comme un ballon de baudruche se vide, et ça lui était intolérable que je puisse être propriétaire quand lui ne l'était pas, être heureuse alors que j'avais pas grand-chose dans la vie à l'époque, mais voilà, j'avais mon métier, mes amis, ma petite famille au début. Ma petite famille, c'est-à-dire moi, mes parents, puisque j'avais pas encore d'enfants à l'époque. Mais je suis quelqu'un de très positif et j'affiche toujours, et même quand ça va pas, bon, j'essaye toujours d'être très positive et ça le mettait vraiment mal à l'aise au point qu'un jour il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit mais qu'est-ce que t'as pourquoi tu es si heureuse? Tu n'as rien. Bon, alors certes, tu possèdes un grand appartement, mais à part ça, tu n'as rien. Tu as tes parents en banlieue, tu as quelques amis, ta copine Intel, elle est grosse, etc. Donc, il dévalorisait, en fait, il était fou et je lui ai dit, à un moment donné, en fait, ce que tu me reproches, c'est d'être heureuse avec un statut que toi, tu considères comme pas enviable parce que tu vis dans des fantasmes. Il vivait dans des fantasmes hollywoodiens, il se voyait grand designer à Hollywood ou grand scénariste je ne sais où. Enfin bon, c'était toujours de la mégalo, quoi. Voilà, donc ce besoin, ce jeu de pouvoir, cette grandiosité et cette arrogance permanente. Ensuite, il y a l'isolement. Alors, ils tentent de vous isoler. Alors, moi, ça n'a pas marché parce que comme je travaille dans la communication, j'y suis depuis 25 ans et que je vis très mal. Si je ne communique pas, je suis très mal. Donc, je communique énormément sans cesse quand je vais faire mes courses, quand je téléphone. Voilà, quelque part, je discute toujours avec les gens, même si je ne les connais pas. Donc, il était très mal à l'aise avec ça parce que je pense qu'il comprenait que bah, cette fille-là, qui communique, et même, en fait, il se débarrassait d'un cercle d'amis, il essayait de me tenir à l'écart, mais ça se recréait sans cesse parce que moi, je suis communicante, donc ça se recrée sans cesse. Donc, en fait, il n'arrivait pas. C'est comme, vous voyez, quelque chose qui grandirait, que vous empêchez de pousser, etc., mais qui grandit quand même, quoi. Donc, il était très mal avec moi. Cette histoire s'est terminée, d'ailleurs, le jour où il m'a tellement poussé à bout parce qu'il était tellement arrogant que j'ai fini par le mettre face à un miroir et par lui demander de se regarder dedans. Et je lui ai dit que jamais, au grand jamais, je ne ferai passer un homme avant ma fierté. Et ce jour-là, j'ai vu quelque chose qui se passait comme ça, dans son regard, dans son attitude. Il était comme ça, vraiment très frustré, très contracté. Et là, il a dit oui, alors effectivement, il vaut mieux que tu partes. Et je suis partie, mais ça ne l'a pas empêché après, hélas,
par tous les biais, les moyens, les réseaux et tout, d'essayer de continuer d'entrer en contact avec moi. C'est allé vraiment loin. Il a fallu que j'ai un ami. À l'époque, j'avais un très bon copain comme ça qui est plus là, hélas. Mais c'est un très bon copain. Il a fallu vraiment qu'il se mette, qu'il se poste plusieurs jours devant chez moi pour l'empêcher de mettre des mots, de venir, etc. En fait, il voulait pas du tout me récupérer ou quoi par amour, mais il voulait me faire lâcher en fait. Toutes les discussions qu'on a pu avoir après que je l'ai congédié de ma vie, c'était pas toi et moi et notre relation, c'était ce métier que tu as, tu dois arrêter. Je t'ai entendu à la radio, tu dois arrêter de faire des radios. Arrête d'aller te ridiculiser à la télévision, etc. C'était des choses de cet ordre. En fait, ce qu'il supportait pas, c'était pas la rupture, c'était que je continue ma vie. Et à partir de ce moment-là, en plus, j'ai décidé de créer davantage parce que moi, je suis comme ça. L'adversité me motive et plus on me dit tu vas pas le faire, et plus je mets vraiment un, un point d'honneur à faire les choses justement qu'on ne veut pas me voir faire. Je suis comme ça. Depuis toute petite, j'ai toujours été challengée par l'adversité. Donc bah, avec moi, il était mal barré, donc il a continué, continué, mais moi, j'ai pas cédé. Je suis comme je suis une communicante. J'aime écrire des livres, j'aime sculpter, j'aime peindre, j'aime composer des chansons, les produire, etc. Et je continuerai jusqu'à mon dernier souffle. Donc quelqu'un comme ça, et ben ça les met, vous voyez, très mal à l'aise. Donc ce besoin constant d'admiration et d'attention qui finalement ça prenait pas avec moi, donc ça le rendait fou. Grandiosité, arrogance, il cherche à vous isoler. Il projette totalement il projette ses défauts sur vous en principe. C'est souvent comme ça les pervers narcissiques, les gens manipulateurs projettent leurs défauts. Donc, par exemple, lui était complètement pervers, manipulateur, mais il accusait toutes ses ex, même pas son ex, toutes ses ex l'étaient. Il n'y a que lui qui ne l'était pas, quoi. Et à l'heure actuelle, je suppose que même moi, il doit dire, bon bah voilà, c'en est une, etc. Ensuite, il a un mépris pour ceux qu'il considère comme inférieurs. Donc moi j'avais une copine comme ça qui était un peu replète. Bon, ouais, on était jeunes, hein, quand on est jeune on est comme ça. Et puis chacun est comme il est. Voilà, je veux dire, on est avec un physique qu'on ne choisit pas. Et du moment qu'on est souriant, qu'on est positif, moi ce que j'aime, ce qui me plaît, c'est davantage la beauté intérieure que la beauté extérieure. On est comme on est. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et cette fille avec qui je riais beaucoup, qui était très agréable, je suis partie en vacances avec elle. On a fait plein de trucs, on est parti en Grèce et tout, on est parti en Espagne, dans plein de pays, on a fait plein de choses quand on était jeune. Et ben lui ne pouvait pas la voir parce qu'il disait elle est replète, elle a des formes, elle n'est pas très tonique, elle mange beaucoup, elle rit beaucoup, elle rit sans retenue, elle ne se retient pas de rire, etc. C'était que des histoires comme ça. Donc il essayait de me couper de cette personne, mais bon, ça n'a pas fonctionné puisque c'était il y a quasiment 20 ans et qu'on est toujours amis. Euh, donc il projette ses défauts, il vous isole, il a un mépris pour ceux qu'il considère comme inférieurs. Il a un mépris aussi des petits emplois, vous savez. Il faut avec lui, il faut être toujours en haut de l'affiche, il faut être DG, machin, directeur artistique, tenir une galerie d'art. Ça doit toujours être des choses valorisantes, sinon il ne veut pas fréquenter. Ça doit être jeune aussi, sinon il ne veut pas fréquenter. Le mot vieillesse et le mot mort, ça le met dans un état terrible. Euh, il se coupe de ceux qui vont le dominer. Alors voilà, quand j'ai mis cet ami qui était un ami qui était d'ailleurs, il était beau, c'était un homme plutôt beau, même très beau, en tout cas il plaisait aux filles et à la gente féminine. Il était assez musclé, assez intelligent parce qu'il était cultivé. Et le jour où il a vu cette personne devant chez moi défendre ma porte comme ça et le remettre à sa place, eh ben, il s'est quand même coupé. Puis il est allé se victimiser. Donc la victimisation en disant oui, maintenant Céline a un garde du corps. Donc c'était pas un garde du corps, c'est que j'étais tellement fatiguée et épuisée. J'étais jeune, j'avais des responsabilités, je faisais des études encore en plus en même temps, etc. Et cet ami qui lui travaillait par intermittence
avait du temps, donc voilà, donc m'a gentiment aidé. Voilà, donc il est allé se victimiser après. Alors je ne voulais pas m'expliquer avec lui. Alors c'est pas que je ne voulais pas m'expliquer avec lui, c'est que je considérais qu'il n'y avait rien à expliquer. Parfois, quand vous êtes trop gentil, vous donnez le mode d'emploi à ces pervers narcissiques manipulateurs pour vous manipuler, pour vous faire du mal. À un moment donné, je vois, j'ai des femmes qui viennent parfois ici, mais des hommes aussi parfois, qui ne comprennent pas à quel moment ça a commencé à dérailler, à quel moment ça a péché. C'est toujours le moment où ils ont permis, c'est la permission. Ils ont donné la permission pour être maltraités à un moment donné. Il faut absolument définir ensemble quel est le mode d'emploi qu'on leur a donné et comment on va faire pour le récupérer, ce mode d'emploi. Et là, c'est vraiment la psychologie qui rentre en ligne de compte parce que quand on connaît la façon euh, dont, euh, dont ils agissent, lorsqu'on connaît leur mode de cognition, etc., la façon dont ils reçoivent aussi tout ce qu'on leur dit, il y a possibilité de s'en couper. Donc vous voyez, dans cette vidéo-là, mais j'en ferai d'autres, j'approfondis vraiment tout leur comportement. Ils vont vraiment vous isoler, vous faire sentir comme moi que rien. Par exemple, quand je me suis séparée de cette personne, que j'étais toute jeune, je faisais 45 kilos. Tout ça, ça m'avait chamboulée. Je travaillais énormément, j'arrêtais pas de courir. J'étais tombée de 50 kilos à 45 kilos. Je fais 1,67 m, je faisais 1,67 m comme maintenant. Et il me disait que j'étais grosse, quoi. Voilà. Donc, il est arrivé à me faire croire, à me faire avaler, parce qu'il y a une emprise et il vous chamboule complètement la tête avec les ordres, les contre-ordres, l'idéalisation, la dévalorisation. Il vous chamboule la tête au point que moi, j'en étais rendue à un moment donné. Je me rappelle très bien être allée, j'ai retrouvé une cliente à moi, une cliente de coaching que je connaissais pas encore, c'est une nouvelle cliente. Et quand elle m'a vue, elle a dit: oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous êtes maigre! Comment vous faites pour être si mince? Et ça m'a remis tout de suite les idées en place parce que lui, ça faisait 5 mois, alors que j'étais à 45 kilos, il me disait que j'étais grosse, que j'étais pas assez tonique, que j'avais pas des fesses de brésilienne, etc., etc. Bon, et puis, donc il a continué cette emprise, il a essayé d'intégrer tous mes réseaux, il a fallu que je le blackliste partout. Le problème, c'est qu'ils ont des multitudes de profils, en fait. Ils ont des pseudos, des profils, etc. Donc, voilà, grâce à lui, je n'ai plus jamais accepté personne, en fait. Et à chaque fois que j'accepte quelqu'un que je connais dans le milieu du travail, je lui téléphone pour savoir si c'est bien lui qui m'a envoyé cette invitation. Voilà, il m'est arrivé aussi de me faire tracer dans Paris, probablement avec mon téléphone, c'est-à-dire que c'est des années après, mais j'allais dans Paris à des endroits, vous voyez, pas des endroits touristiques ou quoi, vraiment un rendez-vous dans une petite rue, euh, dans le 11e ou dans le 12e, etc., mais pas un endroit ou même, même vers Saint-Michel ou des choses comme ça. Et je me retrouvais presque nez à nez avec lui et j'étais obligée de courir et de changer de trottoir. Donc en fait, il me traçait carrément, quoi. Donc ce sont des gens qui sont complètement malades. Il y a des malades, attention. Je vous donne des conseils pour pour contrer ces gens-là, mais vous devez toujours avoir recours à la voie juridique. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait à un moment donné. J'ai déposé une main courante et j'ai fait en sorte qu'ils le sachent. Et parfois, il faut savoir que parfois la voie juridique leur fait peur, hein, parce que voilà, ils savent qu'ils sont quand même en tort, même s'il n'y a pas des preuves flagrantes, ils savent très bien eux ce qu'ils ont fait. Voilà, et tout ça a cessé le jour où j'ai rencontré mon mari et où on a déménagé, où on s'est installé ensemble, etc. Parce qu'il a compris que j'étais extrêmement protégée. Il a très bien compris, voilà, que j'allais raconter, que j'avais raconté tout ça, etc. Donc bon, maintenant ça fait quasiment, moi ça fait plus de 20 ans que je connais mon mari. Donc
Après, ce sont des gens qui vont lâcher au fil du temps, mais ils gardent toujours un œil sur vous de temps à autre. Lorsqu'ils ont de la haine entre eux, ils vont voir ce que vous faites et ils se montent la tête, ça c'est certain. Je l'ai vu maintes fois, à maintes reprises. Euh, Ils se montent la tête, c'est-à-dire que même 10 ans après, ils ont votre nom, ils vont vous googler, ils vont aller voir, ils vont se monter la tête avec ce que vous faites, etc., etc. Donc méfiance, si vous avez donné le mode d'emploi pour être martyrisé par ces gens-là, reprenez-le. Et à mon cabinet, je vous apprends à faire cette démarche sans agressivité, en restant dans la bienveillance et vraiment vous êtes précieux, vous êtes précieuse et il faut vous protéger de ces gens-là. Attention, la culpabilité fait partie du process. Lorsque vous coupez complètement avec ces gens, que vous les blacklistez, etc., vous allez ressentir des relents de culpabilité pendant quelques mois. C'est normal, ce sont eux qui ont mis ça en place avec leur manipulation. En même temps qu'ils ont mis en place la manipulation, ils ont aussi pensé à cette phase de culpabilité. Euh, Ils ont mis les choses en place, ils ont construit leur échafaudage de façon à ce que vous, vous sentiez, vous qui êtes intègre, etc., qui êtes victime, vous vous sentiez coupable de dénoncer leur emprise. Donc méfiance, cette culpabilité, elle n'est pas grave. Elle va disparaître au bout de quelques mois, elle va être remplacée par du bien-être et au bout de quelques mois, vous allez dire, mais alors jamais je ne reviendrai en arrière. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Bye bye.